Hop là, donc bonjour et bienvenue dans les jeudis de la procrastination active. Je suis Séverine Testu, thérapeute holistique et ma mission c'est de vous accompagner à vous connecter à votre âme, à devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, donc, je reçois Ouraï Diaye, qui est coach. Alors tu me dis, je me trompe parce que moi les définitions, les statuts, je suis toujours un peu paumée avec ça, mais en tout cas, tu accompagnes les gens à vendre dans l'entrepreneuriat. Et donc, je vais te laisser te présenter, Oreille. Ah, mais ça y est. Hmm. Super. Alors, je crois qu'il y a un audio Ouais, qui est activé. hop là, Ok, c'est bon. super. Bah déjà, merci beaucoup Séverine pour cette invitation. Je m'appelle Ouraï Diaye, comme tu l'as dit, j'ai 29 ans, j'habite dans la région parisienne, je suis d'origine mauritanienne et sénégalaise, mariée et maman. Effectivement, aujourd'hui, j'accompagne en fait des entrepreneurs ainsi que des porteurs de projets, notamment sur la partie vente et mindset, afin de leur permettre d'avoir un business prospère. Donc, mindset, c'est vraiment toute la partie état d'esprit. Quel état d'esprit avoir justement pour réussir en tant qu'entrepreneur et avoir justement un business prospère. Ok. Et donc, aujourd'hui, si on se retrouve donc toutes les deux, et déjà, je te remercie d'avoir accepté de venir nous parler et qu'on puisse venir échanger sur la partie justement image de soi, parce que c'est un peu le but de cette émission. L'image de soi, travailler vraiment autour de l'image de soi avec différents professionnels de façon à pousser le plus loin possible sur ce sujet. Donc, je te remercie d'avoir accepté de venir nous parler ce matin. Merci à toi. Et donc, à quel moment, toi, dans ce que tu fais, dans ce que tu mets en œuvre avec les entrepreneurs, avec les professionnels, le sujet de l'image de soi, il apparaît sur le tapis dans Alors, ton accompagnement? aujourd'hui, pour moi, l'image de soi, d'autant plus quand on est entrepreneur, c'est vraiment justement important et des fois, les personnes justement le négligent. Donc pour moi, l'image de soi, ça doit en fait, si tu veux, intervenir dès le départ. Parce que aujourd'hui, la meilleure manière de vendre déjà, avant même que tu ouvres la bouche, avant même en fait d'être entendu, comme on dit, on est vu. Donc l'image de soi, là, si je parle vraiment de l'image extérieure, c'est ce que les gens vont te juger déjà par rapport à ta couverture, comme on dit. Tu sais, généralement, il y a cette expression qui dit qu'on ne juge pas un livre par sa couverture. En fait, c'est faux. Bien sûr qu'on juge un livre sur sa couverture. Si déjà la couverture n'est pas attrayante, tu vas même pas vouloir en tout cas en savoir plus sur le livre. Donc c'est pareil aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, on est vu. Donc du coup, travailler son image, c'est juste essentiel parce qu'avant même de proposer ce que tu as proposé, les gens vont aller regarder sur tes réseaux sociaux qui tu es, ce que tu dégages, etc. Ils vont aller se renseigner sur toi. Et si déjà ce qu'ils ne, si ce qu'ils voient déjà ça ne leur plaît pas, ou en tout cas ça ne les attire pas, ben en fait ils ne t'écouteront même pas. Mais Donc ça intervient dès le départ. c'est complètement ça. Ce que tu dis, en fait, moi, ça me parle beaucoup parce que moi, je me suis toujours battue depuis gamine toi, tu parles de on juge pas un livre à sa couverture. Moi, ma phrase fétiche, c'était l'habit ne fait pas le moine. C'est un truc que j'avais toujours entendu depuis gamine. Et c'est un truc sur lequel je m'étais toujours battue en me disant, ou à chaque fois, je me suis vraiment battue avec mon image de soi parce que je voulais pas qu'on me juge à mon image. Et donc, je faisais exprès d'aller dans des extrêmes, tu vois, sortir habillée en fluo ou n'importe quoi, en fait, juste pour provoquer un peu dans cette histoire. Et jusqu'à il n'y a pas longtemps encore, c'était quelque chose où je me disais, mais ça m'énerve qu'on me dise tout le temps qu'il faut rentrer dans des concepts, en fait, dans des stéréotypes, monter une image de toi qui correspondent en fait à la société pour qu'on puisse pour pouvoir continuer à évoluer, tu vois. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, on a beau dire ce qu'on veut, bah oui, si l'habit fait le moine, en fait, et que tu as beau vouloir être à l'encontre de ça, ben malheureusement, si tu restes à l'encontre de ça, ben, tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas avancer parce que du coup, tu te crées toi-même des limites. Euh, J'avais une fois, ça me fait penser à une discussion que j'avais eue avec Je déteste la politique et j'avais échangé avec une nana qui travaillait dans la politique et qui me disait mais moi aussi je déteste la politique. Je dis mais comment tu peux détester la politique et travailler dedans? Parce qu'elle dit le meilleur moyen de pouvoir se défendre, c'est de connaître en fait ton adversaire. Et donc, mais si tu trouves que la politique elle sert à rien et que tu veux vraiment essayer de faire bouger les choses, mais tu n'as pas le choix, tu es obligé d'y aller dedans en fait. Cette image de soi, c'est quand je te dis la vie fait pas le moine et que tu dis bah si finalement la vie fait moine, mais tu es obligé de passer par là pour pouvoir après effectivement peut-être travailler là-dessus, peut-être un peu plus loin pour moi dans ma spécialité. Hein. Mais il faut se conformer par moment, ce qui n'est pas forcément ce qu'on n'a pas forcément envie de faire tout le temps, mais il faut aussi se conformer à ça pour pouvoir avancer. Et est-ce que du coup, tu as beaucoup de clients qui sont réfractaires au départ avec cette histoire de travailler sur son image de soi?
qui sont un peu comme moi, à se dire non, non, mais attends, c'est bon, quoi. Moi, je ne vois pas mon image, je vends des produits, quoi, tu vois, je vends des concepts, etc. Et comment tu arrives à leur faire prendre conscience de ça? C'est vrai qu'aujourd'hui, justement, je ne te cache pas qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas l'importance de travailler leur image. Donc, tu sais, on parle souvent maintenant de personal branding. Donc, quelle est en fait au final, voilà, l'image en tout cas que tu dégages, que les gens perçoivent de toi, comment tu es perçu. Et beaucoup d'entrepreneurs, comme je te disais, en fait, n'ont pas fait ce travail-là, ne sont pas vraiment posé la question, par exemple, de réfléchir vraiment à qu'est-ce que j'ai envie de dégager en fait, comment je veux être perçu, comment je veux que les gens en fait me voient, etc. Et des fois, c'est vrai que ne serait-ce que travailler en fait son image, ça permet en fait d'augmenter ses ventes. On a juste travaillé son image, on a juste, par exemple, redéfini un peu la structuration de ses réseaux. On a, par exemple, mis une photo professionnelle où on est souriant dessus, etc. Et là, tout de suite, en fait, ça dégage quelque chose de différent. On se dit, ah oui, cette personne-là, elle me semble en tout cas professionnelle, elle me semble être une experte dans son domaine. Et c'est vrai que des fois, j'ai des clients, au départ, en tout cas, elles ne comprennent pas forcément l'importance, justement, du détail. Moi, après, je suis quelqu'un, j'avoue que j'aime le sens du détail. Je fais attention à plusieurs choses, plusieurs paramètres. Et c'est vrai que, en tout cas, je les invite vraiment à prendre du recul par rapport à leur situation actuelle, par rapport à l'image qu'elles ont à l'instant T, et se demander si vraiment elles, aujourd'hui, elles étaient leur client idéal. Est-ce qu'en voyant ce qu'elles voient, elles seraient prêtes à acheter, elles seraient prêtes également à acheter au prix qu'elles demandent, tu vois? Et là, effectivement, des fois, les gens disent oui, effectivement, non, pas forcément. Parce que quand on arrive aujourd'hui, par exemple, si je prends l'exemple sur les réseaux, sur une page en tout cas, où on voit vraiment que la personne, elle a pris le soin, si tu veux, de mettre une photo professionnelle, de travailler ne serait-ce que sa couverture, de travailler sa biographie, de poster du contenu qui est vraiment qualitatif par rapport à son secteur d'activité justement, ça nous donne envie, on se dit, on est rassuré en fait. C'est l'être humain, il est très visuel, on ne va pas se mentir. C'est bien beau de vendre, se dire, bon, j'ai pas forcément besoin de travailler mon image parce que je vends des produits. Mais en fait, si, tu dois être le produit du produit. Une fois de plus, avant même de vendre, en fait, les gens vont te regarder, vont venir te voir. Et si déjà, comme je disais, ce qu'ils voient, ça ne leur plaît pas, ça ne les attire pas plus que ça, ils ne vont pas faire l'effort d'aller lire tes posts, etc. Et donc, il faut en tout cas trouver une manière de vraiment se mettre en fait en lumière, se mettre en avant, mais tout en restant soi-même au final. Chacun a sa personnalité, chacun a également son style. J'avais fait d'ailleurs un live justement sur l'image de soi, comment notre image intérieure reflète notre image extérieure. L'objectif, c'est pas de faire comme tout le monde, c'est d'être unique, mais quand même d'avoir justement, en tout cas, une attitude pour moi professionnelle, surtout si vous voulez en tout cas vendre des produits ou des services, c'est important de travailler vraiment l'image, en tout cas, dans ce sens. C'est ça qui est très intéressant, c'est quand tu prends conscience, moi il m'a fallu du temps pour prendre conscience que le premier produit que je vendais, c'était moi. Tu vois, parce qu'en fait, finalement, quand tu es avec des clients ou quand tu essayes de faire des ventes aux caisses, même si ton produit il est super, tu vois, si tu as confiance dans ce que tu fais, si tu sais que tu apportes vraiment des transformations mais ultra positives à tes clients, enfin tes clientes, moi j'ai quasiment que des femmes, donc à tes clientes, et que voilà, tu sais où tu vas les amener, finalement, on oublie de se dire que effectivement, la première chose que regardent les gens, ça va être s'il y a de la pub, s'il y a des photos, s'il y a des. Voilà, c'est très en superficie, finalement. C'est d'abord, on regarde, ça passe pas, ça me plaît pas, etc. Et il y a très peu qui vont aller au-delà, en fait, de l'aspect visuel. Ce qui est dommage aussi parce qu'il y a plein de très très bons professionnels qui ont un aspect visuel malheureusement pas très bien et qui ont pourtant des produits et des services qui sont juste magnifiques et magiques. Mais voilà. Et bon, on n'en est pas encore là dans l'évolution de la société. Donc, et voilà, travailler l'image de soi, c'est hyper important. Et comme tu le disais, effectivement, en étant constamment unique. Et je pense que c'est là où en fait ça peut être compliqué pour la personne. Et tu me diras, tu as quelqu'un que tu accompagnes. Mais travailler son unicité, en fait, tout en ayant l'impression de rentrer dans les cases, tu vois, de la société. Tu vois, pour te dire, bon, ben, ça, cette case-là, moi, elle ne me plaît pas, et pourtant, il va falloir quand même que j'y rentre dedans, et en même temps, c'est pas en accord avec mes valeurs, et machin, et truc bidule. Mais si je passe pas par là, tu vois, il y a tout tous ces trucs qui sont un peu finalement ambivalents, ambigus entre l'image que tu veux montrer à voir, l'image que tu as à l'intérieur de toi, cette histoire d'unicité, de garder en fait, d'être en accord constamment avec tes valeurs et en même temps quand même répondre finalement aux attentes des autres et de la société. Tu vois, ça reste
pas facile, je crois, pour la plupart des gens de trouver un juste milieu, un équilibre entre toutes ces choses-là. Même si là, tu vois, on m'en voit bien fort parce que du coup, je sais pas si je l'avais dit, mais voilà, je suis médium aussi, donc des fois, je canalise des choses, on m'envoie des choses, je les balance aussi. Ça montre un peu, et je crois que c'était Cédric d'ailleurs, donc pour ceux qui ne connaissent pas, on a fait des gens live avec Cédric Erial aussi sur le business, la vente, l'image de soi, enfin pas la vente, mais le business et l'image de soi, l'entrepreneuriat et l'image de soi. Et en fait, ce côté justement où tu vas en fait essayer de trouver un juste milieu. Tu as plein de toutes tes cases où tu mets tout ça et en fait tu vas quand même trouver au milieu une correspondance entre tous ceux que tu veux mettre en avant dans qui tu es, dans ce que tu es, dans ce que tu fais. Mais tu me dis toi ce que tu en penses, mais moi j'ai l'impression que c'est vraiment pas simple malgré tout quand tu es entrepreneur de trouver justement ce juste milieu. Alors, c'est pas forcément simple, mais aujourd'hui, comme tu disais, il faut prendre le temps. Pour moi, ça passe toujours par travailler sur soi. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'image effectivement extérieure que tu vas dégager va refléter qui tu es à l'intérieur. Donc déjà, si tu as, je sais pas, des problèmes de confiance, si tu as des problèmes de timidité, si tu es introverti, etc., si tu n'as pas forcément confiance en toi, effectivement, ça va se refléter sur, je sais pas, si tu souris, ça ne sera pas un sourire peut-être naturel ou en tout cas spontané, où on va sentir du forcing, etc. Et l'objectif, c'est pas justement de montrer une image qui n'est pas nous au final. Il faut, dans un premier temps, moi je pense que c'est important de vraiment faire le travail sur soi, c'est-à-dire vraiment travailler sur c'est quoi ton histoire et assumer vraiment toutes les grandes, si tu veux, étapes en tout cas de ton histoire et ce qui fait du coup qui tu es aujourd'hui. Ensuite, quelles sont tes valeurs aujourd'hui? Quelles sont tes valeurs? En fait, pour moi, ça fait sens, mais je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui ne se sont jamais posé cette question. Quelles sont mes valeurs? Waouh, c'est une belle question, ça. Ouais, quelles sont tes valeurs? Quelles sont peut-être tes valeurs passées? Quelles sont tes valeurs présentes? Et surtout, si aujourd'hui tu dois travailler, par exemple, sur la meilleure version de toi-même dans le futur, bah, quelles seraient tes valeurs justement dans le futur? Et essayer du coup de reprendre les principales valeurs qui en ressortent, tu vois. Également, ensuite, se demander aujourd'hui bah, quelles sont mes compétences, dans quoi je suis douée également. Et essayer, en fait, c'est tout ça qui va créer justement ton unicité. C'est tout ça qui va créer vraiment qui tu es aujourd'hui. Et au final, comme on dit, voilà, enfin, en fait, aujourd'hui, il faut que chacun comprenne qu'on peut être professionnel, on peut travailler sur son image tout en étant unique, parce que dans tous les cas, on est unique. Il n'y a personne, il n'y a pas deux Séverine comme toi, il n'y a pas deux Ourey comme moi, etc. On est tous uniques. Et aujourd'hui, même si tu veux copier, on va dire, certaines personnes, dans tous les cas, le résultat ne sera pas, tu ne peux pas être une copie de quelqu'un parce que tu es unique. Ça, c'est la première chose. D'ailleurs, j'aime bien cette citation de Oscar Wilde qui disait « Soyez vous-même, car tous les autres sont déjà pris. » Et c'est complètement vrai. Mais on a tendance à l'oublier. On vit quand même dans une société où, depuis tout petit, on essaie de nous formater, de nous faire entrer dans les cases, que tout le monde, qu'on soit tous les mêmes, des copies conformes finalement les uns des autres. Hein. Quand tu regardes, je ne sais pas comment s'est passée ta scolarité, tu vois, moi je suis un peu plus âgée que toi, mais je me rappelle que, enfin voilà, quoi, tu dois rentrer dans les cases, tu rentres en telle classe, donc forcément tu dois apprendre telle chose à tel moment de l'année, tu dois avoir compris comme tous les autres à tel moment de l'année. Enfin, tu vois, c'est très. Voilà, on essaie quand même de créer des humains qui sont des copies conformes les uns des autres, qui réfléchissent de la même manière, qui avancent de la même manière, qui partent. J'abuse un peu, hein, je caricature à mort, mais qui partent du même point et qui devront arriver au même point au final, etc. Et quand tu es dans cette démarche finalement de décider d'entrer dans l'entrepreneuriat. Moi, ce qui m'a plu en fait dans cette démarche d'entrepreneuriat, finalement, quand je m'y suis lancée, c'était le fait de me dire, mais je sors en gros du troupeau. Je sors du troupeau parce que finalement, toutes mes compétences, tout ce que je suis en capacité d'amener dans le monde du salariat, donc c'est pas reconnu, ma valeur n'est pas reconnue. Deux, on me limite parce que justement, tu es tenu à des règles, machin, etc. Tu vois. Et de trois, je n'étais pas en accord avec mes valeurs parce que je n'étais pas en capacité de donner le maximum de moi-même. On ne me laissait pas donner le maximum de moi-même. Parce qu'on est dans une société où finalement on ne te laisse pas t'épanouir, on ne te laisse pas donner le maximum de toi-même, on ne te laisse pas être vulnérable aussi parce que la vulnérabilité, ça fait partie aussi de l'image de soi. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, si tu n'es pas vulnérable, peut-être que tu me diras après si pour toi ça te parle aussi ou pas, mais moi je pense que si tu n'es pas vulnérable en tant qu'entrepreneur, tu peux pas être non plus, tu vois. Et c'est aussi ta vulnérabilité qui fait ta force. C'est pas une faiblesse, la vulnérabilité. Je crois que c'est une des plus grandes forces de l'être humain. Sauf que depuis petit, on t'apprend que d'être vulnérable, c'est être faible. Donc, du coup, voilà, c'est aussi ça qui crée ces ambiguïtés, etc.
Et je me suis perdue parce que ça m'arrive souvent de partir dans tous les sens dans ma tête. Mais tout ça pour dire quoi? Qu'est-ce qu'on disait? Que, pour y revenir, finalement, voilà, quand tu es entrepreneur, c'est faire le choix de sortir justement de cette société, faire le choix de ne plus être limité par des gens au-dessus de toi qui vont te dire quoi faire, comment faire, à quel moment, etc. Mais la transition justement de passer de là où tu étais à ce que tu veux devenir pour être en accord avec toi et pour être la meilleure version de toi-même, parce que c'est mon credo, apparemment c'est le tien aussi, on l'a sorti aussi, enfin toi c'est voilà, devenir la meilleure version de soi-même, c'est quand même juste magnifique. Mais pour y arriver, en fait, forcément, ça passe par plusieurs étapes, et notamment retravailler l'image que tu as de toi et aussi l'amour, parce que moi, c'est un sujet qui me plaît, l'amour inconditionnel que tu as pour toi. Parce que la plupart des gens ne s'aiment pas. Tu disais, quand tu parlais avec tes clients, moi j'ai des clientes, quand je leur demande si elles s'aiment, elles me regardent, mais je ne me suis jamais posé la question, quoi. Mais comment tu peux pas savoir si tu t'aimes ou si tu t'aimes pas, quoi, tu vois, c'est pas possible. Enfin, tu vois, il y a plein de choses comme ça. On a tellement limité le système de pensée, de réflexion des enfants quand ils sont petits à les… alors, je dis les briner, ça ne veut pas dire qu'on est en train de frapper à coups de cravache, tu vois, mais on les a tellement empêchés de réfléchir en les gavant de conneries, en les gavant de dessins animés à la con, en les gavant de tout ce qui pouvait leur empêcher de pouvoir travailler ce système de réflexion, que du coup, on arrive avec des adultes aujourd'hui qui ne sont pas capables d'avoir des réflexions cohérentes, qui croient qu'ils sont cohérents dans ce qu'ils te disent. Et toi, à partir du moment où tu as un peu travaillé tout ça, ben, tu vois en fait toutes les incohérences des gens et tu te dis non, mais c'est fou quand même, c'est fou. Et pour en revenir donc du coup au travail de l'image de soi, ce travail-là, moi je trouve, pour l'avoir fait pour moi et pour accompagner aussi d'autres personnes à le faire sur d'autres niveaux, c'est vraiment pas simple parce que ça demande d'aller chercher des choses à l'intérieur de soi qui sont vachement profondes, à faire remonter des émotions, à faire remonter des traumatismes, à faire remonter tout ce qui a été vécu notamment dans la petite enfance et dans l'enfance et dans l'adolescence, et beaucoup aussi l'adolescence, parce que c'est une période sur l'image de soi très complexe et où il y a beaucoup de choses qui se dégradent, justement, que les gens n'ont peut-être pas forcément non plus envie de travailler parce que pas prêts à se confronter à ça, quoi, à la violence des émotions qui en découlent, quoi. Effectivement. Et comme tu dis, en fait, si tu veux, l'image de soi, en fait, est étroitement liée de toute façon à notre histoire. D'où l'importance de commencer par savoir quelle est ton histoire, en fait. Quelles sont peut-être justement tes réussites que tu as eues dans ta vie, mais également quelles sont justement ces phases, en fait, si tu veux, de challenge, quels sont les défis que tu as été amené à relever. Et tout ça, en fait, il y a des personnes, des fois, qui n'acceptent pas, on va dire, les situations, les épreuves par lesquelles ces personnes-là, en tout cas, sont passées. Et aujourd'hui, tant que tu n'acceptes pas ça, en fait, tu ne t'acceptes pas pleinement parce qu'en fait, ça fait partie de qui tu es. Et justement, ça te permet tout simplement, quand tu comprends qu'aujourd'hui, il a fallu passer par ces épreuves-là pour devenir qui tu es, ben en fait, gratitude pour ces épreuves. Parce que sans ces épreuves, tu ne serais pas qui tu es. Tu ne serais pas là où tu es actuellement, tu vois. Et quand tu acceptes tout ça, en fait, tu acceptes vraiment de, si tu veux, révéler en fait qui tu es vraiment. Et d'ailleurs, j'adore cette citation de Nelson Mandela qui dit que notre mission sur cette terre est de libérer notre lumière afin de devenir une source de lumière pour les autres. C'est ça, c'est complètement ça, hein. Mais c'est vrai que, je ne sais pas si tu le remarques aussi, moi je vois dans mes clients, quand tu reprends justement leur histoire, ce qu'elles ont vécu, leur trauma, leur parcours, les épreuves qu'elles ont dépassées, très souvent elles vont se concentrer sur les failles qu'ont créées ces épreuves-là, tu vois, en termes justement émotionnels ou en termes justement où ça a chamboulé l'image qu'elles avaient d'elles-mêmes, où ça allait fracturer les choses. Mais elles ne vont pas regarder que oui, ça a cassé certaines choses, mais ça t'a aussi permis d'arriver plus haut, quoi, tu vois. Tout le temps, elles se concentrent que sur ce qui est négatif, que sur ce que blablabla, je vais y arriver, que sur ce que ça a créé en fait de négatif dans leur vie. Mais elles ne voient pas que ça leur a donné une force supplémentaire qu'elles n'avaient pas avant cette épreuve-là, tu vois. Et je trouve ça vachement difficile d'arriver à trouver à un moment donné le truc qui va faire levier chez les clients pour te dire, mais attends, mais il y en a, ils sont bornés hein, quand même. Tu dis, ouais, mais oui, mais t'as vu où t'en es quand même aujourd'hui, enfin, tu vois, oui, mais tu vois, il y a ce oui, mais qui revient constamment, oui, mais. Et moi, je leur dis très souvent, à partir du moment où tu dis oui, mais, d'accord, c'est que déjà de base, c'est pas encore conscientisé, quoi. Tu l'as pas encore. C'est ça. Ouais. Oui, mais c'est vraiment excuse, justification. C'est vraiment, quand tu dis oui, mais en fait,
tu perds ta responsabilité. C'est-à-dire que tu ne prends même pas ta responsabilité sur les événements et tu te positionnes tout de suite en tant que victime. Et honnêtement, moi, j'ai horreur du oui mais. Oui mais, pour moi, c'est vraiment, si tu veux, les deux mots de, excusez-moi du terme, mais de loser. Oui mais quoi en fait? Non, il n'y a pas oui mais, assume pleinement ce qui s'est passé et de toute façon, gratitude une fois de plus pour ça, parce que ça t'a permis de grandir. En fait, chaque épreuve est une opportunité de grandir. Vous voyez vraiment les challenges, les défis comme une opportunité d'apprendre des choses et de s'élever, tu vois, de s'éveiller, de cheminer vraiment de plus en plus justement sur cette meilleure version de nous-mêmes, comme on disait tout à l'heure. Mais en fait, les gens, ils ont, quand quelque chose de douloureux leur arrive, en fait, plutôt que de regarder justement, on va dire, le côté optimiste de la chose, la plupart des gens, malheureusement, de par notre conditionnement, on va plutôt se focaliser sur vraiment le côté pessimiste. On va voir que ce qui nous déplaît dans cette situation-là. Or qu'au final, en fait, on a le choix. À chaque instant, comme je dis, on a toujours le choix, en fait, de voir le verre à moitié plein ou de voir le verre à moitié vide. On a toujours le choix, en fait, de voir ce qui nous déplaît dans la situation ou de voir justement, en fait, qu'est-ce que j'ai à tirer de cette expérience? Quelle leçon, en fait, je peux en tirer? Quelle est l'opportunité pour moi, justement, dans cette situation, de pouvoir, en fait, grandir, d'apprendre quelque chose de nouveau, de pouvoir, comme tu disais, peut-être développer une nouvelle force de caractère. Et au final, si en tout cas, si tu veux, on accepte toutes ces épreuves, tous ces défis comme des opportunités, bah, au final, on est dans la gratitude et pas dans l'ingratitude, comme la plupart du temps. C'est ça, c'est complètement ça. Après, moi, contrairement à toi, j'aime bien le oui mais parce que moi, je ne suis pas sur un travail de. Toi, je n'aide pas des entrepreneurs à gagner de l'argent, etc. Toi, moi, le but, j'ai à développer leur activité. Toi, moi, c'est pas ça. Le but, c'est d'aller travailler justement la guérison intérieure. Et donc, du coup, le oui mais chez moi, c'est un paramètre qui me permet de montrer, de pointer du doigt à la personne, du coup, l'incohérence de ce qui est en train de se passer dans son évolution, dans sa tête et que elle-même se met finalement des limites à cet endroit-là. Dès qu'elle sent un oui, mais tu vois, c'est une limite. Donc là, pourquoi tu as cette limite-là, etc. Tu vois, ça me permet de redéconstruire à l'envers. Mais c'est parce qu'on est sur des professions qui sont différentes. Tu vois, toi, tu es là pour les booster, leur permettre d'y aller. Tu vois, voilà. Alors que moi, je suis plutôt là pour leur permettre de se guérir. Donc, le oui, mais voilà, pour moi, c'est un indicateur. Une indication, de là où un signe, en fait, de pourquoi pas d'auto-sabotage, en fait. Voilà. Oui, mais quelle est la croyance derrière, justement? Ok, intéressant. Yes. Après, ce que j'aime bien aussi travailler avec quand tu parlais de victime, moi j'appelle ça de la victimisation. Si toi aussi tu as utilisé ce mot-là, je crois. Yes. Ce qui est intéressant avec le oui mais, c'est que j'aime bien aussi leur apprendre, quand ils me disent oui mais, tu vois, ça dépend ce qu'il y a derrière, tu vois. Je vais avoir des clientes qui vont me dire oui mais tu te rends compte, les machins et trucs, et bidule, il s'est passé ci, ça, et puis ça m'a fait, et machin, blablabla. Et je leur dis, oui, non, ton email, là, il n'est pas bon parce qu'en fait, tu me dis oui, tu vois, donc tu es d'accord avec ce que je suis en train de te dire, mais tu trouves quand même encore une excuse qui t'empêche d'avancer, tu vois. Et je préfère à la limite que tu sois honnête et que tu me dises oui, mais c'est pas le moment pour moi aujourd'hui, plutôt que tu me dises oui, mais lui, là-bas, ou elle, ou machin, etc. Parce que là, tu te retrouves une excuse, en fait, qui est de l'ordre de l'extérieur, alors que c'est tout simplement, tu peux me dire, sois honnête et sois honnête avec toi-même et dis-toi, oui, j'entends ce que tu me dis, je suis d'accord avec ce que tu es en train de dire, mais je ne suis pas prête aujourd'hui, tu vois. Pour redonner justement, qu'elle se responsabilise, comme tu le disais, dans qui elle est, dans ce qu'elle est, et qu'elle prenne conscience que ça vient de l'intérieur et non pas de l'extérieur. Le blocage, il est interne, il n'est pas externe, tu vois. Et pour se reprendre son pouvoir et se dire que finalement, ok, tant que je dis c'est l'autre, c'est la faute de l'autre, je suis victime. D'accord? Alors, bien évidemment qu'il y a des situations dans lesquelles on a tous été victimes et c'est normal, tu vois. Maintenant, comme tu me disais, c'est une façon de voir les choses aussi différentes. Jusqu'à quel point, en fait, tu vas continuer à te sentir victime ou à quel point tu te dis, bon, mais ça y est, là, je reprends mon pouvoir et puis j'y vais, quoi, tu vois, et je travaille sur moi et je sors de ce rôle de victime. C'est ça. Le problème de la victimisation, c'est qu'en fait, les gens, quand tu es dans la victimisation, en fait, tu n'as pas conscience en fait que tu as le pouvoir de changer les choses. Parce que du coup, tu remets, en fait, si tu veux, le pouvoir, la responsabilité, tu la remets à l'extérieur de toi. À l'extérieur, tu te dis, bah, c'est la faute de mes parents, c'est la faute de la société, c'est la faute de mon patron si je suis sur ce poste, etc. Et du coup, comme ce n'est pas ta faute, tu n'essaies pas de trouver des solutions. Or que quand tu reprends justement ta responsabilité, tu te dis, OK, aujourd'hui, je suis responsable en fait des situations de ma vie. Je suis responsable de toute façon de ce que je vois à l'instant T. Donc, si j'en suis responsable, si ce que je vois actuellement, ça ne me plaît pas, j'ai le pouvoir de changer les choses. Et maintenant, qu'est-ce que je décide de faire pour changer la situation ou pour que cette situation, par exemple, ne se reproduise plus, etc. On a toujours le choix. Ouais, mais c'est là où l'image de soi, ça devient un peu compliqué parce qu'on a des gens qui, à partir du moment où justement tu travailles sur cette responsabilisation, du coup, ça change l'image qu'ils ont d'eux
Et du coup, ça implique aussi que, comme ils sont responsables des conséquences de leurs actes, il y a cette notion de responsabilité qui peut être aussi difficile à intégrer parce que ça veut dire que là où avant, je pouvais me dédouaner finalement un petit peu de ce qui se passait, mais là, je ne pourrais plus. Aujourd'hui, je ne peux plus. Donc forcément, si ça merde, moi, je dis souvent à mes clientes, je dis non, mais là, si tu es dans la merde dans laquelle tu es, c'est ta faute. D'accord? Tu l'as choisi. Hein. Si tu en es là, c'est que tu l'as choisi. Mais ce qui est bien, c'est qu'à partir du moment où tu sais que si tu es dans la merde, c'est que tu l'as choisi, que c'est de ta faute, ça veut dire que tu peux aussi faire l'inverse. Et donc, du coup, aussi choisir de t'en sortir et choisir d'avoir quelque chose de magnifique, de merveilleux, quoi, tu vois. Exactement. Il y a ce truc quand même, cette notion de responsabilité de sa vie qui reste quand même très compliquée pour les gens parce que du coup, tu as l'impression que si tu es responsable de tout ce que tu fais, si à un moment donné, tu as besoin de souffler ou si tu as besoin juste de pouvoir décompresser, etc., ça ne sera pas possible. Alors que si ça allait aussi, enfin, tu vois, je veux dire, c'est aussi un choix que tu fais des choix. Mais c'est un peu comme si tu leur disais, là, je te mets sur des starting blocks et puis à partir du moment où tu es parti, c'est fini, quoi. Jusqu'à ta mort, tu as intérêt d'être au top, quoi, tu vois. Et ça met une pression en termes d'image de soi, de ce que tu vas devoir montrer aux autres, de ce que tu vas tenir face aux autres, etc., qui est un peu difficile à travailler pour certaines personnes, tu vois. Parce que je pense que la perception de la responsabilisation est biaisée en fait. Parce que quand on pense à responsabilité, on pense par exemple à autorité, on passe par exemple aux parents qui sont responsables, etc., à la société. Et donc du coup, on se dit, waouh, c'est une grosse charge. En fait, pas du tout. On est juste responsable en fait de notre vie. Et aujourd'hui, la responsabilité qu'on a sur notre vie, et par exemple celle de nos enfants si on est parents, en tout cas tant qu'ils ne sont pas adultes, c'est tout simplement se dire qu'aujourd'hui, en fait, j'ai le pouvoir de changer les choses. En fait, c'est ça que les gens aujourd'hui, je pense, ont du mal à comprendre. Les gens, en fait, pensent que les choses arrivent comme ça. En gros, non, c'est pas de ma faute s'il m'est arrivé ça ou ça. Ok, bah en fait, c'est la faute de qui? Mais en fait, quand tu comprends justement qu'aujourd'hui, ta vie actuelle, c'est tout simplement le résultat de tous les choix que tu as faits au courant de toute ta vie, tu te dis, waouh, si je comprends ça, en fait, c'est-à-dire que maintenant, si je vois en tout cas des choses qui ne me plaisent pas, je peux décider de faire des choix différents. Et bien évidemment, si je fais des choix différents, bah, j'aurai des résultats différents. Mais une fois de plus, tout commence par la pensée, en fait, par le mindset. Donc aujourd'hui, ce qui fait la différence, moi, si je parle d'un point de vue business, c'est qu'on peut tous avoir le même type de business, sauf qu'on n'aura pas les mêmes résultats. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le même mindset. Et la chose sur laquelle les gens doivent travailler au-delà même de l'image extérieure, c'est vraiment le mindset en fait. Aujourd'hui, comment tu te perçois? Est-ce que, comme tu disais tout à l'heure, Séverine, est-ce que tu t'aimes déjà? Parce qu'effectivement, si tu t'aimes pas, ça va être compliqué de montrer une image de soi qui va refléter justement l'amour que tu as pour toi. Et après, oui, il y a des personnes qui vont peut-être te juger, qui vont te dire ah mais elle a l'air d'avoir beaucoup confiance en elle, elle a l'air d'avoir beaucoup d'assurance. Est-ce que c'est pas un peu de la prétention? Peu importe en fait, du moment que moi j'assume qui je suis pleinement et que je suis alignée à l'image que je veux dégager, en fait, c'est ok. Et moi, je pense clairement, tu vois, quand tu parles de ça, parce que cette histoire de confiance en soi, etc., je pense qu'en fait, c'est pareil, on a une mauvaise image de ce que c'est que la confiance en soi. Et je pense que finalement, ceux qui ont l'impression de ne pas avoir du tout confiance en eux sont ceux qui ont le plus confiance en eux parce qu'ils ont le plus conscience de ce qui se passe, ils ont le plus conscience de ce qu'il y a autour d'eux, etc. Tu vois. Alors que des fois, tu vois des gens, j'ai pu connaître des gens qui dégageaient quand tu les voyais, enfin pas qui dégageaient, qui montraient, voilà, c'est plutôt ça, qui montraient une image de hyper confiance, tu vois, et tu discutais un peu avec eux, tu te rendais compte qu'ils étaient à deux doigts de s'écrouler en vrai. Et c'est là où en fait, je pense qu'on peut parler de prétention dans ces gens-là qui vont montrer, alors même si je ne suis pas forcément d'accord parce que forcément, on est tous aussi, on joue tous des rôles, on montre tous une image de nous aussi en fonction de ce qu'on veut jouer, de ce qu'on veut montrer, etc. Et ça fait partie de l'apprentissage aussi de qui on est, de comment on se comporte dans telle situation, de tester, hein, d'expérimenter les choses, hein, tu vois, donc voilà. Mais effectivement, ces gens qui veulent surmontrer une image d'eux qui n'est pas celle qu'ils sont à l'intérieur, c'est là où on sent de la prétention parce qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui est faux, en fait. Alors que quelqu'un qui a vraiment confiance en lui, en intérieur, quand tu vas le voir, jamais tu vas te dire il est prétentieux. Au pire, tu peux te dire ouais, enfin, tu vois, il y a quelque chose qui peut être dérangeant pour ceux qui n'ont pas du tout confiance en eux, justement, de tomber sur quelqu'un qui a cette confiance en soi ou cet amour pour soi qui est réel et qui est vrai. Ça dégage tellement quelque chose de fort et de lumineux que tu as des gens, ça les met mal à l'aise, tu vois.
Mais tu peux pas dire honnêtement, il y a de la prétention, ou il y a ci ou il y a ça, parce que du coup, c'est pas vrai. C'est ce que je veux C'est dire. une question de perception une fois de plus, hein. Et j'aime bien dire aujourd'hui, bah, en fait, ce que tu reconnais chez l'autre, c'est ce qui existe en toi. Comment se fait-il que deux personnes vont regarder une situation, une personne, et vont avoir un jugement différent? Parce qu'en fait, on regarde toujours les choses à partir de notre œil interne, à partir de qui on est. Donc, si tu penses que l'autre est prétentieux, demande-toi, en gros, en quoi toi-même tu es prétentieux, justement. Et pourquoi tu n'acceptes pas juste que cette personne-là, elle est comme elle est, en fait, elle est qui elle est. Et si, OK. Ouais. Et j'adore ça. Moi, c'est ce que je dis tout le temps à tout le monde et à mes clients, c'est que on est dans toutes les relations, on est un miroir. Tout ce qu'on voit chez l'autre, en fait, c'est ce qu'il y a chez nous ou quelque chose qu'on a travaillé en nous, ou etc. Parce que si c'était pas, si c'était travaillé, qu'on n'avait pas de problème avec ça, déjà de base, on le relèverait pas en fait chez l'autre. Il y a plein de choses, et c'est pour ça, comme tu disais, il y a deux personnes qui vont regarder la même autre personne, une personne tierce, elles ont des jugements différents parce qu'en fait, elles n'ont pas les mêmes choses à travailler de base. Et donc, l'autre va être le reflet de ce que chaque personne a à travailler. Alors, effectivement, quand tu tombes sur quelqu'un qui est plutôt très en accord avec lui-même, etc., qui a bien avancé, etc., il se fait fustiger, le pauvre, dans tous les sens, parce qu'il renvoie des choses que les gens n'ont pas envie de voir. Il y a ça aussi, hein. Et ce que je dis souvent à mes clients aussi, c'est qu'il ne faut pas le prendre comme quelque chose de négatif. Bien au contraire, c'est que toi, tu as tellement travaillé sur toi, tu as tellement évolué, que du coup, ouais, tu fais miroir aux gens. Eux, ils n'ont pas envie de voir. Mais ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas envie de voir que ça doit te rabaisser toi, en fait. Au contraire, tu es au-dessus, reste au-dessus. La plupart des gens, en fait, c'est tout le temps de te tirer vers le bas parce qu'ils n'ont pas envie de travailler pour monter vers toi, en fait. Et ton travail, c'est justement de rester là où tu es, voire de progresser encore plus. Ce n'est pas de te laisser rabaisser vers le bas. Exactement. Ça reste Il y a des complexe. choses que tu vois chez l'autre qui te dérangent, bah dis-toi en fait que ça te renvoie à des blessures internes et dis-toi justement c'est ces points-là sur lesquels tu dois travailler pour que ça ne te dérange plus justement. Ouais, c'est complètement ça. Après, c'est vrai que les gens, le mot travailler, c'est compliqué. Travailler sur soi. Hein, moi, je vois même avec la plupart des. J'ai eu beaucoup de clients où, en fait, qui attendaient ce que j'appelle des solutions magiques. Hein, tu sais, donne-moi la méthode qui va faire que machin. Non, non, mais en gros, Même va s'évaporer. si tu te guéris pas, si tu vas pas chercher à l'intérieur de toi, si tu ne fais pas l'effort justement de te recentrer sur toi et de regarder en fait vraiment quelles sont tes forces, tes faiblesses, tes failles, etc. Et de faire un point déjà, un espèce de check-up sur toi-même, je veux dire, quelle que soit la solution magique qu'on t'apporte, ça ne fonctionnera pas de toute manière. Parce que d'abord, tu dois retravailler ton image de toi. D'abord, tu dois te remettre en accord avec l'image que tu as de toi. Ou trouver, ou travailler une nouvelle image qui soit plus en accord avec que celle que tu as actuellement, en fait. Tu vois. Mais c'est pas. De toute façon, ton image, une fois de plus, extérieure, est tout simplement liée à l'histoire que tu te racontes à l'intérieur. En gros, c'est quoi l'histoire que tu te racontes avec toi-même? Qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tous les jours, quand tu te lèves, tu te dis, waouh, je suis génial, je suis amazing, je suis exceptionnel, etc., j'ai confiance en moi? Ou est-ce que tu te dis, ah, mais voilà, je suis grosse, ah, je suis moche, ah, je suis timide, ah, je n'ai pas confiance en moi, etc. Quelle histoire tu te racontes? Parce que ça, c'est lié justement à ce que tu vas dégager, ce qui va ressortir de toi. Les gens, des fois, cherchent des solutions, comme je disais tout à l'heure, extérieures. Mais en fait, tout commence par nous-mêmes. Et le principal, en tout cas, notre principale, si tu veux, priorité, ça devrait être justement de travailler sur qui on est. Toute notre vie, en fait, on doit travailler à nous améliorer et à avancer vraiment vers cette meilleure version de nous-mêmes. Il n'y a pas une destination finale qui te dit, ah, ça y est, maintenant, tu es la meilleure version de toi-même. C'est un progrès, c'est continu, en fait. La personne que je suis aujourd'hui, elle est différente de la personne que j'étais il y a 5 ans, comme elle sera différente de la personne que je serai dans 5 ans aussi. Et c'est juste un travail continu. Et c'est ça qui fait la beauté de la vie, puisqu'en fait, on n'est pas des arbres, on n'est pas figé, hein. On est toujours amené à évoluer, à avancer. Et au final, faut juste se demander, ouais, j'arrête de me raconter des bêtises, entre guillemets, j'arrête de m'auto-saboter, j'arrête tout simplement de me raconter des histoires qui ne m'aident pas, j'arrête du coup d'avoir des croyances limitantes, et je décide à partir de maintenant d'avoir plutôt des croyances aidantes, donc du coup des choses qui vont vraiment m'aider à avancer justement vers l'épanouissement, parce qu'au final, je pense que c'est ce que tout le monde cherche. On est tous là aujourd'hui pour en tout cas avancer dans ce sens. Mais c'est complètement ça. Moi, je sais que c'est un truc que je dis souvent à mes clientes. Je veux dire, tu te lèves le matin, la première chose que tu fais quand tu te regardes dans la glace, c'est te dire que tu t'aimes, que tu es belle, à quel point tu es merveilleuse, etc. Tu ne me pas, je ne peux pas me dire ça. Ben, pourquoi tu ne peux pas te dire ça? Tu dis bien que tu es grosse, que tu es moche, que tu vois. Donc, pourquoi à l'inverse, tu ne peux pas te dire que tu es belle, que tu es merveilleuse, etc. Tu vois. Mais du coup, il y a ce côté aussi
je pense qu'il date d'il y a longtemps. Moi, en fait, si tu… moi, je pense qu'ici, enfin, en France, on est dans quand même une société judéo-chrétienne où il y a eu vachement de choses, tu sais, qui ont été inculquées sur le fait de… Il faut… l'humilité, il ne faut pas se trouver beau, il ne faut pas être dans tu vois, enfin, il y a quelque chose comme ça, tu vois, qui fait qu'aujourd'hui, les gens, si tu leur demandes de se dire, de se regarder dans la glace et de se dire qu'ils sont beaux, ils te disent, mais je ne peux pas me dire ça. Pourquoi? Et pourquoi pas? Tu peux pas te dire ça quand en vrai, tu vois, qu'est-ce qui te bloque, tu vois? Mais oui, mais c'est pas bien parce que du coup, ça voudrait dire que justement, on en revient à cette histoire de prétention, à machin, etc. Tu vois, ça veut dire que, bah non, ça veut juste dire que tu t'aimes et c'est normal, tu as le droit de t'aimer, quoi, tu vois. Et c'est compliqué, et ils veulent pas en fait, parce qu'il y a ces blocages aussi à travailler, c'est tout ce qui vient finalement d'un passé lointain qui a été, et c'est en ça aussi que je parle de transmission transgénérationnelle ou de transmission karmique, c'est que du coup, il y a plein de choses qui sont là et qui nous bouffent la vie, alors qu'en fait, en vrai, honnêtement, ça fait plus partie de la société actuelle, tu vois. C'est ça. Bon. On nous a pas appris également à l'être, on nous a pas appris également à nous aimer pleinement et inconditionnellement. Et justement, on associe l'amour de soi à de la prétention ou de l'arrogance, mais en fait, pas du tout. C'est ce qui devrait être, en fait. Sauf que la société, de par peut-être notre éducation, de par notre scolarité, l'éducation du coup académique, de par ce qu'on voit par les médias, etc., voilà, les personnes aujourd'hui voilà, qui s'aiment, qui se trouvent beaux, etc., qui ont confiance en eux, c'est tout de suite synonyme de prétention, d'arrogance, mais en fait, pas du tout. Moi, par exemple, tout à l'heure, je te disais que j'étais maman, et ma fille, je lui dis que c'est la meilleure. Et des fois, je la vois, elle va sur le miroir et elle se dit, elle a 2 ans et demi, elle dit, je suis la meilleure. Et je me dis, voilà, c'est génial. Et si elle grandit en pensant qu'elle est vraiment la meilleure, elle va se comporter comme étant la meilleure version d'elle-même. Elle va pas être en mode, je suis timide, je suis pas vraiment la meilleure, je suis pas très douée. Non. Alors après, moi, ça, ce que tu dis, je suis d'accord et malheureusement pas forcément tout à fait d'accord non plus parce que j'ai un gamin, alors moi, il est plus âgé maintenant, il a 13 ans, tu vois, là, c'est l'adolescence. Et j'ai passé mon temps à lui dire à quel point il était beau, à quel point il était intelligent, à quel point ci, à quel point ça, quand il était petit, machin, etc. Le problème, c'est qu'à un moment donné, quand il rentre dans la société, tu as des gens de l'extérieur qui vont venir justement dans les écoles, tu vois, l'entourage institutionnel, tu vois, qui va venir un peu casser ça, tu vois. Et moi, je sais qu'à un moment donné, il est rentré en me disant, ouais, mais tu dis ça parce que t'es ma mère, c'est normal, quoi. Non, je te dis ça parce que je le pense, il faut que tu le penses, tu vois. Et c'est très, très compliqué parce que du coup, même si tu essaies constamment de donner le meilleur de toi à tes enfants pour les aider à devenir la meilleure version d'eux-mêmes, eux aussi, finalement, doivent passer par cette expérience de s'auto-construire eux-mêmes parce qu'ils vont être aussi déconstruits à un moment donné par la société pour pouvoir trouver leur juste milieu entre ce que les parents, entre ce que toi t'inculques, tu vois, et entre ce que la société inculque et se faire leur propre image, leur propre expérience de tout ça, tu vois. J'espère qu'ils en ressortiront encore plus fort que nous parce que du coup, ils auront… moi, je sais que je suis pas partie avec ce genre de discours au départ, tu vois, que finalement, j'ai réussi à me construire toute seule parce que voilà, par expérience, parce qu'effectivement, on a vécu beaucoup de choses dans notre parcours personnel, professionnel, scolaire, etc. Et que j'en suis là où j'en suis parce que justement j'ai eu toutes ces expériences-là. Maintenant, je me dis justement en donnant des bases solides comme tu le fais avec ta fille ou comme j'ai pu le faire avec mon fils, qui de fait sont déconstruites ou en tout cas essayent d'être déconstruites par la société, qui puissent quand même monter un cran encore au-dessus de nous, quoi. Tu vois, c'est un peu le but aussi de faire des enfants qui soient meilleurs que nous et voilà. Aujourd'hui, quelle différence ça fait entre un parent comme toi qui va dire à son enfant, écoute, peu importe ce que la société a envie de te faire croire, moi, en fait, en tant que parent, il est d'accord que je veux le meilleur pour toi. Et ce que je te dis, au final, c'est ça qui est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, l'éducation, au final, à la maison, c'est beaucoup plus important que l'éducation académique. L'éducation académique va nous apprendre à lire, à écrire, à compter, etc. C'est génial, super. Mais c'est pas, je compte pas sur cette éducation-là pour construire mon enfant. Et justement, si je le laisse justement juste être éduqué par, au final, la société, en fait, je sais que j'ai perdu d'avance, je le perds d'avance. Et je sais que ce ne sera pas la meilleure version d'elle-même parce qu'elle va être conditionnée. Et quelle différence, justement, ça ferait dans la vie de tous les enfants si leurs parents, en fait, comprenaient déjà l'importance d'éduquer de la bonne manière leurs enfants, pas simplement leur dire, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, ça c'est mal, etc. Mais vraiment apprendre à leurs enfants dès le plus jeune âge, en fait, de s'écouter eux avant tout et surtout apprendre à leurs enfants également de tout simplement travailler, en fait, sur eux. T'imagines aujourd'hui si, au lieu juste d'apprendre à lire et à compter, en fait, on apprenait vraiment aux enfants à garder toujours, en fait, leur, si tu veux, lien avec leur être intérieur, justement,
sans pour autant juste voilà, rentrer dans des boxes, rentrer dans des cases, etc. Je pense que les enfants grandiraient avec une image beaucoup plus confiante, beaucoup plus sereine d'eux-mêmes, peu importe ce que les gens disent. Quand tu bon, moi, ma fille, elle est encore petite, tu vois, mais peut-être que quand elle sera au CP ou autre, elle viendra me dire, bah, on m'a dit ça, etc. Apprendre justement à tes enfants à avoir le discernement, de comprendre également et d'accepter que les gens, chacun en fait d'entre nous, on parle à partir de notre propre paradigme. Sauf que leur réalité, c'est pas forcément ta réalité. Si tu ne décides pas de l'accepter, c'est pas parce que ta maîtresse te dit que tu es bête, comme certaines maîtresses déjà font avec certains enfants en leur disant, mais il n'y a rien à faire avec toi, tu es bête. Soit tu l'acceptes et tu te dis, bon, bah, je suis bête et tu grandis en pensant que tu es bête. Soit tu te dis, non, en fait. Peut-être qu'elle ne voit pas les choses de ma manière, mais je sais que je suis intelligent au fond. Et du coup, j'accepte et je choisis plutôt de cette vérité qui est je suis intelligent plutôt que je suis bête. Et en fait, il y a tellement de, je vois honnêtement, sans aucune prétention, de professeurs qui ont détruit vraiment des enfants en leur disant des bêtises, qu'ils n'étaient pas assez doués, qu'ils n'étaient pas intelligents, qu'ils ne pourraient pas faire scientifique, etc., parce qu'ils n'ont pas les bonnes capacités, etc. Et en fait, les enfants, malheureusement, s'ils ne sont pas assez forts, si leurs parents n'ont pas fait le travail de travailler justement sur eux, ils vont accepter ça comme des réalités. Et du coup, ils vont grandir en pensant que c'est vrai, or que pas du tout. Ce que tu dis, toi, ça me fait vraiment penser. Moi, j'ai eu cette expérience-là. J'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais c'est vraiment intéressant. Où en fait, dès le collège, les maths, ça a toujours été. Dès le collège, ça a été très compliqué. Et, et en fait, je me rappelle en seconde, un prof de maths qui me dit ah non, mais de toute manière, tu vas venir en cours avec moi en cours particulier, tu vas voir, tu vas comprendre. Et je dis écoutez, j'ai déjà fait plein de cours particuliers, je comprends rien, etc. Et je sors du cours particulier avec lui, il me dit non, mais tu as raison, en fait, de toute manière, tu ne comprendras jamais rien dans maths. Inas, tu ne comprendras jamais, t'es nul, tu ne comprendras jamais dans maths. Et en fait, je me suis rendu compte, mais bien des années après, qu'en fait, c'est pas que je suis nulle en maths, c'est qu'en fait, je suis ce qu'on appelle un adulte à haut potentiel. Donc, j'ai une logique de réflexion qui n'est pas la même que les logiques mathématiques. Et notamment, je ne peux pas appliquer quelque chose si je ne le comprends pas. Et quand en maths, on t'apprend des formules et on te dit, ben, en fait, tu t'appliques cette formule-là pour avoir ce résultat-là. Tu vois. Mais que la formule, en fait, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Tu ne sais pas comment, tu n'as pas compris, tu vois, pourquoi il faut faire ça comme ça, parce qu'en fait, ça ne rentre pas dans ta logique. Moi, je me rappelle, j'avais toujours des mauvaises notes en maths parce que ils me donnaient un exercice, j'étais incapable d'appliquer leur formule. Donc, en fait, je réfléchissais par moi-même. Alors, c'est vrai que l'exercice, au lieu de faire 4 lignes, il faisait 2 pages, tu vois, mais j'avais de bons résultats. Parce que j'étais allée chercher par ma propre logique, en fait, comment résoudre le problème, ou résoudre l'équation, machin, etc. Et on me disait, non, mais t'es nul. Mais non, en fait, j'étais pas nulle parce que du coup, j'avais quand même le bon résultat, tu vois. Et c'est pas parce que je suis pas passée par ta logique que je suis nulle, tu vois. Et c'est ça, en fait, que les profs, ils comprennent pas. Et tu as des gamins comme moi, comme mon fils, où en fait, tu as besoin de comprendre chaque étape. Tu as besoin de décortiquer les choses, de voir pourquoi. Tu n'as pas envie de te laisser. En fait, finalement, tu n'as pas envie de te laisser inculquer des choses, tu vois, rentrer des choses de force si tu ne les comprends pas. Et ça pose problème aussi. Et du coup, ce genre de personnes, parce que je travaille beaucoup aussi avec d'adultes à haut potentiel, d'adultes, ce qu'on appelle des zèbres, des surdoués, enfin, voilà, des suréfficients, etc. Où finalement, eh ben, tu as aussi cette faculté, comme tu disais tout à l'heure, où si on te dit que tu es nul, ben, tu vas te dire que tu es nul en fait parce que pourquoi toi tu aurais raison, puisqu'en fait tu ne comprends pas en fait ce qui est en train de se passer. Tu vois. Et ça joue aussi vachement sur l'image de soi, même si ce n'était pas le sujet d'aujourd'hui, mais bon, bref, c'était pour rebondir sur ce que tu as dit. C'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on a on se retrouve avec plein d'adultes, qui a de plus en plus d'adultes à haut potentiel, suréfficients, etc., qui n'ont pas été décelés pendant l'enfance et qui ont une estime d'eux-mêmes et une image d'eux-mêmes qui est au ras des pâquerettes parce qu'ils vont pas avoir ce truc de forcément aller te dire que je vais te prouver que je suis meilleure que ce que tu es en train de me dire, quoi, tu vois. Non, parce que comme ils ne comprennent pas, ils se disent, bon, bah, si toi, tu as compris quelque chose que moi, je n'ai pas compris, c'est que toi, tu as raison et du coup, je m'enfonce avec ce que tu es en train de me dire. C'est plutôt ça. Et aller travailler là-dessus concrètement, et notamment dans l'entrepreneuriat, parce que je pense que tu dois aussi avoir des adultes à haut potentiel, parce que les adultes à haut potentiel ne supportent pas la hiérarchie. Donc, très souvent, ils aiment bien aussi se lancer dans des parcours d'entrepreneurs, voilà, parce que de la même manière que tu ne comprends pas certaines logiques, tu ne comprends pas pourquoi ton supérieur hiérarchique il viendrait te faire chier, en fait, alors qu'il n'a pas du tout le même job que toi et qu'il ne connaît pas ton job. Donc, du coup, tu vois, c'est compliqué aussi d'accepter l'autorité de la part d'un autre. Comment tu respectes, toi, les personnes qui sont à haut potentiel? Pardon?
Comment tu détectes les personnes qui sont à haut potentiel? Alors après, tu as plein de psys qui aujourd'hui font passer des analyses, etc. Mais très souvent, ce sont des gens qui sont surémotifs, qui sont hypersensibles, ce qu'on appelle les hypersensibles aussi. Il y a une hypersensibilité. Tu vas voir, ils ont une façon de réfléchir qui est pas dans la norme, en fait. Tu vois, ce truc de, c'est pas cool, hein, mais je le vis au quotidien quand je me perds dans mes pensées, en fait. Tu vois, tu vas me parler d'un truc et moi, dans ma tête, ça va faire pas. Je vais te sortir ça, mais tu vas pas forcément faire le lien entre c'est pourquoi, c'est qu'est-ce que tu veux que ça sorte ton truc, tu vois. Et parce que ça va à une vitesse, c'est ce qu'on appelle la pensée en arborescence, en fait. Donc, ça part dans tous les sens et c'est très difficile de recentrer, de recadrer. C'est vraiment un exercice qui demande constamment du temps et de la concentration, du coup. Tu vas avoir justement ce refus de l'autorité, ce refus de la hiérarchie, ce refus de… Alors, je veux dire, le refus de rentrer dans les cases, en fait, c'est à double tranchant. C'est que tu vas avoir une partie des personnes qui vont refuser d'entrer dans les cases et à l'inverse, une autre partie qui vont absolument vouloir y rentrer pour rentrer dans le moule, en fait, pour avoir pour qu'il y ait quand même cette notion d'appartenance. Tu vois, mais c'est à l'extrême, en fait, si tu veux, c'est un peu… voilà, tu as plein d'indicateurs comme ça. Un truc aussi qui est très intéressant, c'est l'hyperesthésie des sens. C'est-à-dire que tu vas avoir un sens ou plusieurs sens qui vont être surdéveloppés. Par exemple, tu vois, les gens qui vont faire des migraines avec les lumières très… moi, je sais que par exemple, quand il fait très gris, là, comme aujourd'hui, quand c'est très lumineux, ça, au bout d'un moment, je vais finir par faire une migraine si je ne mets pas de lunettes de soleil. Les gens que tu vois dans la rue, il fait gris, qui ont des lunettes de soleil, c'est pas pour le style, en fait. En général, tu vois. C'est juste que, en fait, vraiment, voilà. Moi, je vois mon fils, par exemple, qui a une hyperesthésie du goût. Alors là, on dévie complètement, mais ça intéressera très certainement plusieurs de voir ça. Tu vois, quand il était bébé, quand tu commences à introduire les morceaux, il me recrachait tous les morceaux. Il prenait que la bouillie, il me recrachait tous les morceaux. À 3-4 ans, il me sortait que le steak haché, c'était compliqué à avaler, quoi. Mais c'est pas possible, tu te moques de moi, parce que je n'étais pas encore formée à tout ça, donc du coup, je t'ai mais tu te fous de moi, quoi. J'étais, c'est du steak haché, quoi. Je suis pas en train de faire manger une côte de bœuf ou je sais pas quoi, quoi. Tu vois, ça va, quoi, tu vois. Et en fait, non, en fait, c'est vraiment au niveau du goût, des textures. T'as des textures qui lui donnaient envie de vomir. J'ai le fils d'une amie qui parle une hyperesthésie de l'odorat. Elle dit dans sa classe, en plus il est en maternelle, c'est vraiment le moment un peu pipi caca, machin, etc. Il y en a un qui pète, il vomit son fils. Donc sa maîtresse lui a mis une corbeille à côté de son bureau, quoi. Tu vois, moi j'ai une hyperesthésie de l'ouïe, je suis incapable. J'avais l'impression d'avoir une espèce de surdité quand tu me parles tout doucement qu'il y a du bruit autour, j'entends rien du tout. Et en fait, c'est pas que j'entends rien, c'est que j'entends tous les sons à la même fréquence, en fait. Donc du coup, mon cerveau, il va pas filtrer. Même si j'essaie de me concentrer sur ce que tu es en train de me dire, en fait, tu as tous les sons autour qui viennent faire parasite. Tu vois, voilà, c'est des choses comme ça. Enfin, tu as plein de trucs comme ça qui viennent montrer qu'il y a quelque chose qui… Et souvent, c'est des gens qui ont une faible estime d'eux-mêmes au départ parce que du coup, ils ont l'impression que comme ils ne rentrent pas dans le cadre, comme ils ne sont pas comme les autres, que c'est eux qui ont un problème et que c'est eux qui sont moins bons que les autres, en fait. Tu vois. Donc, voilà. Mais dans l'entrepreneuriat, tu vas sûrement en trouver beaucoup parce que du coup, ce refus de la hiérarchie, il est quand même très, très prononcé, le refus de l'autorité, le refus de la hiérarchie. Donc voilà. Et donc, pour continuer quand même, parce que ça va bientôt, il nous reste un petit quart d'heure, et puis après on va se laisser. Sur l'image de soi, justement, et la vente, parce que c'était quand même c'est ton concept à toi d'accompagner les gens dans la vente et l'image de soi. Justement, qu'est-ce que comment déjà tu as pu te tourner, pourquoi tu as choisi ça, la vente, accompagner les gens dans la vente, parce que c'est quand même très précis en fait, hein. Toi, c'est un accompagnement qui est très très précis. Et qu'est-ce qui a fait que toi, tu as pu travailler ton image par rapport à ça aussi? Comment tu as pu travailler ton image par rapport à ça? Ok, super. Yes. Bah, écoute, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, déjà, ça fait maintenant plus de 11 ans, je dirais, que je m'intéresse au développement personnel. Et en fait, quand j'ai commencé tout simplement à comprendre un peu comment fonctionnent justement, si tu veux, les lois universelles, donc tout ce qui est loi d'attraction, loi de la vibration, voilà, les 7 principes de Kybalion, etc., j'ai commencé vraiment à avoir une vision du monde complètement différente. Et surtout, j'ai commencé à comprendre qu'aujourd'hui, en fait, il n'y avait pas de limites. Que les seules limites sont vraiment celles que l'on s'impose nous-mêmes et que tout est possible si on ose tout simplement voilà, rêver, travailler, en tout cas avancer dans ce sens, et surtout si on s'attend à réussir.
Et du coup, moi, j'ai fait une école de commerce tout simplement internationale. Et pendant mes années d'études, si tu veux, j'ai fait 3 ans d'alternance. J'étais en marketing et communication. Et on travaillait en étroite collaboration avec justement le département commercial. Et souvent, en fait, j'entendais les gens me dire, mais toi, en fait, je te verrais bien sur des fonctions commerciales parce que du coup, tu aimes les relations humaines, tu es quelqu'un de plutôt extraverti, tu es sociable, etc. Tu t'intéresses aux autres. Donc, je te verrais bien, en tout cas, sur des postes commerciaux. Moi, c'est vrai qu'à la base, je me disais, ouais, la vente, je sais pas, enfin, sans plus. Et en fait, à la fin de mes études, quand j'étais diplômée, je me suis dit, bah, tu sais quoi, plutôt que d'aller sur un poste en fait, de marketing et communication, vu que c'est ce que j'avais fait, je vais plutôt me tester, en tout cas, d'aller sur un poste de business development, donc de chargé du développement commercial, pour simplement les entreprises dans la nouvelle technologie. Et en fait, je me suis lancée et j'ai adoré, en fait. J'ai vraiment été épanouie dès le départ. Et surtout, j'ai commencé très vite, en fait, à m'amuser et surtout, ensuite, au fur et à mesure, à relever certains challenges, à faire partie des meilleurs, du coup. Et à chaque fois, en fait, je me fixais des objectifs, j'arrivais à avancer, etc. Et au fur et à mesure, je me rendais compte que dès que j'arrive, en fait, sans aucune prétention, hein, dans des entreprises, je me rends compte que très vite, je me hisse parmi les meilleurs. Et qu'est-ce qui fait justement que j'arrive justement à me hisser parmi les meilleurs, au-delà même de mes compétences dans la vente? C'est parce qu'en fait, j'alliais à la vente surtout le bon mindset, le bon état d'esprit, parce que justement, en parallèle, je travaillais sur moi. Je travaillais du coup sur mon leadership, je travaillais sur ma confiance, je travaillais sur ma vision, je travaillais sur mes relations avec les autres, les relations humaines, la psychologie, etc., la PNL. Et tout ça, si tu veux, ça m'aidait vraiment à avoir des résultats qui sont juste, voilà, super intéressants, je dirais. Et je me suis toujours dit, quand j'ai connu en tout cas le développement personnel, que plus tard, j'aurais vraiment à cœur d'accompagner des personnes parce que de ce que j'apprends, en fait, c'est tellement passionnant et surtout quand je comprends que les gens sont tellement limités dans leurs possibilités, je me suis toujours dit, bah, plus tard, en fait, je vais accompagner des gens. Et quand j'ai décidé tout simplement de me lancer dans l'entrepreneuriat, je me suis dit, mais aujourd'hui sur le marché, je pouvais hein, si tu veux, devenir life coach, coach en développement personnel, mais je trouvais ça trop généraliste. Je pouvais, je sais pas, on peut coacher dans tout ce qu'on veut. Mais je me dis, OK, aujourd'hui, qu'est-ce qui te rend unique justement? Qu'est-ce qui te différencie des autres coachs, malgré le fait que tu es passionné par le développement personnel? Je me suis dit, mais en fait, c'est intéressant parce que moi, j'ai évolué sur des postes justement de commerciaux, sur des postes sur la vente. Et je sais que dans le milieu, en tout cas commercial, il y a de plus en plus de filles, mais c'est vrai que c'est un milieu qui est principalement masculin parce que les gens ont peur d'être pushy, les gens ont peur de prendre le téléphone, ont peur de négocier, ont peur de closer, etc. Et je regarde un peu le marché du coup de l'entrepreneuriat. Je me dis, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les entrepreneurs, en fait, des fois, n'arrivent pas tout simplement à vivre de leur activité? Et je me rends compte qu'en fait, beaucoup d'entre eux, si tu veux, ont un vrai problème avec le fait de vendre. Quand bien même leur service, leur produit, leur vision, elle est superbe, en fait, ils n'osent pas vendre ce qu'ils proposent. Et je me dis, waouh, je me dis, mais moi, la vente, c'est facile, je m'amuse, etc. Et je me dis, mais en fait, pourquoi pas justement accompagner les entrepreneurs sur la partie justement vente, parce que c'est ce qui me rend unique. Quand bien même, j'aborde pas que la partie vente, je pense comme tu as pu le comprendre, j'aborde plein d'autres thématiques, notamment qui sont liées au mindset, notamment qui sont liées à la spiritualité. J'inclus tout ça en fait dans mes accompagnements. C'est ce qui fait justement que je suis unique de par mon histoire, de par mes passions également et de par mes compétences. Et tout ça, au final, je me rends compte que c'est quelque chose qui m'a permis, en tout cas, de construire une offre irrésistible sur le marché, de me démarquer justement de tout le monde et effectivement de me spécialiser vraiment sur la vente, même si j'inclus plein de choses, parce que quand tu entends vente, bien évidemment, il faut que tu travailles ta confiance, il faut que tu travailles ta prestance, il faut que tu travailles ton élocution, il faut que tu travailles tout simplement ta prise de parole, il faut que tu t'intéresses aux autres, il faut que tu travailles la psychologie, etc. L'image aussi, comme je le disais, avant d'être entendu, on est d'abord vu. Et donc, du coup, ça rallie plein de choses et c'est super intéressant, c'est passionnant. Mais comme chaque personne, si tu veux, est différente, bah, en fait, l'accompagnement est également différent. Chaque personne a des blocages différents. Et des fois, quand tu travailles sur ne serait-ce qu'un seul point, par exemple l'image, ça permet tout simplement d'augmenter en fait les ventes de la personne. Des fois, ce sera la timidité, des fois, ce sera la confiance, des fois, bref, ce sera accepter son histoire, etc. Et au final, c'est une aventure en tout cas qui est super passionnante. C'est vrai qu'en plus, quand tu parles d'image de soi et de vente, parce que j'ai été commerciale à un moment donné dans mon parcours, et effectivement, j'ai vécu ce que tu me disais, c'est un monde un peu d'hommes. Enfin, moi, je sais qu'au départ, quand je suis arrivée, j'avais que des collègues hommes. Et je me rappelle, lors de mon embauche, à un moment donné, j'avais un directeur commercial qui ne peut pas me voir d'ailleurs, c'est pas lui qui a pris la décision de m'embaucher d'ailleurs, et qui m'avait dit, mais de toute manière, c'est un métier d'homme. Genre, en gros, comment tu veux t'en sortir là-dedans, quoi, tu vois. En bref, la réponse que j'avais fait avait plus aux autres, donc j'étais embauchée. Mais je me rappelle aussi, finalement,
qui m'a posé problème au début, moi, dans le fait de vendre, justement, quand je me suis mise en tant qu'entrepreneur, c'est lié à cette histoire, justement, où j'étais commerciale et où finalement, on voulait m'obliger, en fait, à arnaquer mes clients. Tu vois, il y avait une notion comme ça de faire de l'argent à tout prix, il fallait y aller, même si moi, je vendais des investissements locatifs, en fait. Et en gros, c'était quand je voyais par exemple que mes clients financièrement c'était juste, tu vois, mais que au moindre pépin, parce qu'on a beau te dire, tu as les assurances, tu as ci, tu as ça, ouais, les assurances, elles se déclenchent 6 mois après, le temps que tu fasses. Je te dis, le moindre pépin, mes clients vont se retrouver en galère. Ils ont une famille, machin, que c'était pas. Ben, je ne vends pas. Je refusais de vendre parce que pour moi, je n'étais pas en accord avec moi. Du coup, ça a pris des proportions avec mes supérieurs, etc. Tu vois, qui ont fait que bon, j'ai fini par arrêter parce que honnêtement, mais du coup, en fait, l'image que j'ai de cette truc, c'était vraiment, en gros, les commerciaux, finalement, c'est des gros arnaqueurs. Quoi, tu vois. Et alors, je sais que c'est pas vrai pour tous, hein, parce que j'ai des potes qui sont commerciaux et ils sont pas arnaqueurs et je m'entends très bien avec eux, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que j'avais intégré par rapport à mon parcours. Que beaucoup de personnes partagent malheureusement. Voilà. Justement, c'est marrant parce que je commence justement par défaire toutes les croyances limitantes sur la vente. Bien sûr, si tu penses que vendre, c'est arnaquer les gens, bah, tu n'auras pas envie de vendre. Et même si tu es dans des situations où tu dois justement vendre tes services, tu ne le feras pas parce que tu vas te dire, j'ai pas envie d'être considéré comme quelqu'un qui arnaque les gens. C'est ça. Et c'est pour ça que je terminais sur ce sujet-là parce que je pense que c'est un des. Enfin, il me semble, en tout cas, peut-être que je me plante, hein, mais c'est un gros blocage pour beaucoup. Parce que du coup, même si toi, tu sais que tu n'arnaques pas, même si tu sais que tes services ils sont bons, même si tu sais que voilà, tu vas aider tes clients un max, tu vois, et bien du coup, tu te dis, oui, mais lui, il peut penser à un moment donné que je l'arnaque pour telle et telle raison, tu vois, parce que dans sa vie ou son parcours. Moi, je me rappelle d'une cliente notamment à un moment donné où je me disais, mais en fait, elle continue à prendre rendez-vous. Et j'avais l'impression d'arnaquer parce que je voyais que ça avançait pas, tu vois, et que ça c'était. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, j'avais peur que ce soit elle qui pense ça, que j'allais l'arnaquer. Tu vois. Et donc, du coup, j'ai mis un point, enfin, j'ai arrêté bon, tu vois, c'était pas productif. À un moment donné, il faut aussi pouvoir arrêter et dire, bah, stop, là, ça marche pas et ça fonctionne pas et c'est pas grave. C'est juste, hein, après, c'était peut-être pas que le bon moment. Mais malgré tout, finalement, ça m'a obligée à retravailler cette image. Et c'est à ce moment-là que ça m'a fait le déclic et me dire, attends, j'ai encore une vision quand même, comme si, alors que je sais que mes produits sont bons, il n'y a pas de problème. Et je sais que je n'arnaque pas, que je ne suis pas dans cette énergie-là. Mais malgré tout, voilà, c'est là où ça a fait le déclic et de me dire, mais attends, l'expérience que j'ai eue il y a 10 ans en arrière, en gros, elle est en train encore de bouffer ma vie aujourd'hui. Donc, il faut que j'aille travailler ça, tu vois. Et c'est pour ça que je pense que un des gros blocages, justement, dans l'image de soi, par rapport à la vente, c'est ce côté arnaque, ce côté forcing, il faut y aller au forcing, ce côté… on a tous vu des commerciaux, on s'est tous fait emmerder par des commerciaux, excuse-moi de le dire comme ça, hein, qui ne te lâchent pas, hein, quand ils t'appellent, oui, mais machin, ou ils viennent sonner à ta porte, et puis tu essayes de… Limite, ils foutent comme pied dans ta porte, ils t'empêchent de fermer ta porte d'entrée. On l'a tous vécu, mais ça ne veut pas dire que parce qu'il en existe, que tous ils sont comme ça, et ça ne veut pas dire parce qu'on a eu ces expériences-là, que ça reflète la majorité de ce qui se passe dans la vente et qu'effectivement, comme tu me dis, je vais être honnête avec toi, hein, honnêtement, je ne suis pas encore en train de prendre du plaisir quand je vends, mais ça progresse. Voilà. Mais voilà, c'est ça aussi le truc, c'est de se dire comment tu peux retransformer tout ça, ce gros blocage, parce qu'en fait, ce n'est pas une minorité qui doit représenter la majorité de ce qui est finalement le fait de vendre, en fait. Tu vois, je ne sais pas si j'étais très claire dans ce que j'ai Ouais. dit. Comme tu le dis, hein, aujourd'hui, beaucoup de personnes, malheureusement, ont des croyances limitantes par rapport à la vente. C'est d'ailleurs pourquoi, effectivement, les gens ont peur de vendre. Parce que du coup, les gens ont peur du jugement, les gens ont peur du rejet, les gens pensent que si un prospect te dit non, c'est que c'est un échec, etc. Et donc, du coup, il y a plein de stéréotypes, plein de choses, en tout cas, à débloquer dans un premier temps, avant même de comprendre qu'aujourd'hui, en fait, la vente, c'est juste un jeu, tout simplement. Et on peut vendre avec équipe, on peut vendre en prenant plaisir, on peut vendre en s'amusant. Et on n'est pas, en tout cas, moi, je sais que ce que j'enseigne, pardon, ce n'est pas une vente où il y a un gagnant et un perdant, parce que du coup, là, on part, comme tu dis, un peu sur une perspective d'arnaque. Non, on est vraiment dans du win-win, en fait. On est dans de la vente éthique. Et l'objectif, c'est que chacun y trouve son compte. En tant qu'entrepreneur, on est vraiment là pour rendre service aux autres, pour vraiment pointer du doigt ça et rester vraiment focalisé sur ça. Se reposer les questions essentielles. Aujourd'hui, pourquoi en fait tu as décidé de te lancer? Pourquoi tu as décidé de lancer ton entreprise ou ton activité? Quel était l'objectif à la base? En fait, s'aligner à ça tout simplement.
et laisse après le prospect choisir si oui ou non il est prêt, il est disposé en tout cas à faire appel à tes services, à travailler avec toi. Si ce n'est pas le cas, c'est OK aussi. C'est ça, mais en fait, c'est un peu ce qu'on dit au début finalement. Donc, on va peut-être boucler avec ça, la boucle va être bouclée, cette notion de responsabilité finalement, c'est-à-dire que toi, tu es responsable du service que tu apportes, tu es responsable de la qualité de ton service, de ce que tu vas y mettre, de la qualité de ton accompagnement, etc. Maintenant, le client en face est responsable, lui, de son parcours et de prendre ou pas ce que tu lui apportes. Donc, s'il décide de le prendre, ce n'est pas de l'arnaque, c'est qu'il a compris que quelque part, ça allait lui apporter quelque chose de positif. Et c'est ça aussi. Et quand tu comprends, quand tu arrives à prendre conscience dans ta vie, alors moi, je ne fais pas au niveau de la vente, mais c'est à tous les niveaux, tu vois. Avec mes clients, quand tu arrives à prendre conscience qu'en fait, ce qui se passe dans ta vie, chacun est responsable de là où il en est. C'est pas parce que l'autre il se victimise en face qu'il n'est pas responsable de ses actes, parce que si tu continues à le traiter comme une victime, tu lui permets à lui aussi de se maintenir dans ce rôle-là et tu l'empêches finalement de prendre son propre pouvoir, d'accord? Du coup, tu empêches aussi l'évolution de se faire. Et là, finalement, c'est pareil. À partir du moment où tu es dans la vente, c'est se dire, moi, voilà, comme je le disais, je suis responsable de ce que je t'amène, je suis responsable de l'accompagnement, du produit, de la qualité des services que je t'offre. Maintenant, tu es responsable de prendre ou pas. C'est ton choix, c'est ta vie. Voilà. Mais on revient finalement à cette notion de responsabilité qui est très, très importante à mon avis et qui est ressortie à plusieurs reprises aussi dans tout ce que je fais là sur l'image de soi avec différents professionnels. Et je pense qu'effectivement, c'est une de nos responsabilités que de retravailler l'image que l'on a de soi. Exactement. Voilà, voilà. As-tu quelque chose à rajouter, Ray? Il y a des trucs qu'on n'a pas abordés que tu aurais souhaité aborder ou il y a des choses que tu as envie de dire avant qu'on arrête? Écoute, moi, comme je disais, gardez vraiment en tête qu'aujourd'hui, votre image extérieure est tout simplement le reflet de votre image intérieure. Donc, si vous voulez travailler en tout cas votre image, ne pensez pas que ce sera par rapport à la coupe de cheveux, par rapport aux habits que vous allez mettre, que c'est ce qui va changer. En fait, non. Déjà, commencez par, une fois de plus, le discours interne. Donc, qu'est-ce que tu te racontes au final? Qu'est-ce que tu te dis? Et change déjà ton image intérieure. Change un peu le discours que tu te dis. Change tout simplement ton appréciation de toi-même. Est-ce que, comme on l'a vu au départ, est-ce que tu t'aimes vraiment? Et tout commence vraiment par l'intérieur, une fois de plus. Et ensuite, si tu fais bien, en tout cas, le travail interne, à l'extérieur, ça va bien se refléter. Et après, voilà, il y aura des petits bonus, etc., on va dire, qui vont te permettre encore plus de sublimer tout ça. Mais gardez en tête, en tout cas, cette phrase de Mandela qui dit on doit vraiment libérer notre lumière. Et la lumière, elle vient vraiment de l'intérieur. Ouais, c'est une très, très, très belle phrase. Pour finir, donc du coup, Ray, je te propose par la suite de m'envoyer ton mail pour que je te renvoie la vidéo, de m'envoyer tes liens, parce que je vais les mettre donc, du coup, sur l'enregistrement pour que les personnes puissent venir découvrir ton travail, voilà, découvrir qui tu es. Voilà, voilà. J'en profite pour dire, puisqu'on a parlé d'amour intérieur et d'amour de soi, je lance incessamment sous peu une formation justement sur l'amour, en gros, que j'ai intitulé pour l'instant, je crois que c'est comment trouver l'amour de sa vie, en sachant que, bien évidemment, trouver l'amour de votre vie, c'est vous trouvez vous, déjà. Voilà, parce qu'on est le premier amour de notre vie, en tout cas, on devrait l'être, pour ceux qui ne le sont pas encore. Voilà, voilà. Sur ce, écoute, merci beaucoup, Ray, d'être venu aujourd'hui. C'est juste génial. Je te remercie beaucoup de ta présence. Tu es quelqu'un d'exceptionnel. J'espère que la plupart des personnes qui verront cette émission pourront justement prendre le temps d'aller te connaître un peu plus et puis d'aller découvrir ton univers. Voilà, voilà. Écoute, je vous embrasse tous. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci Cédric. Merci à toi pour l'accueil. Avec plaisir. Et au revoir pour ton commentaire.